Oda est un lycéen tout à fait ordinaire, à tel point que la moitié de ses camarades de classe ont oublié qu'il existait. Il passe la plupart de son temps à lire seul des romans isekai, et s'il est toujours seul, ce n'est pas parce qu'il est victime d'intimidation ou quoi que ce soit d'autre, mais simplement parce qu'il préfère ainsi. L'idée que quelqu'un vienne lui parler le rend tellement anxieux qu'il préfère se fondre dans la masse et rester invisible. Soudain, la pièce s'assombrit lorsqu'une sphère noire apparaît au milieu de la classe, et un cercle d'invocation se forme juste au-dessus de tous les élèves. L'instant d'après, ils se retrouvent au milieu d'une grande salle. Un vieil homme chauve attire leur attention et leur dit que le roi a quelque chose d'important à leur dire. Les élèves sont naturellement bouleversés par cet enlèvement interdimensionnel, et ils commencent à exiger des explications, mais le conseiller se moque de leurs préoccupations et leur dit de se taire et d'écouter. Une fois le silence revenu, le roi prend la parole et se présente comme Morgane, souverain du royaume de Reddy. Il leur explique que le royaume est attaqué par des démons et que seul le pouvoir d'un héros venu d'un autre monde est assez puissant pour vaincre le seigneur démon. Après avoir entendu ces mots, Oda se rend compte que c'est exactement le même scénario que dans tous les romans isekai qu'il a lus, et il commence en fait à se réjouir un peu. Le conseiller déclare alors qu'il est temps d'identifier le héros parmi eux, et invite tout le monde à poser la main sur cette boule de cristal afin qu'ils puissent inspecter leur statut. Le premier à s'avancer est Desuke. Il s'approche de la boule et on lui demande de prononcer le mot « statut » pour afficher ses statistiques. Il espérait être le héros, mais il s'avère qu'il n'est qu'un dresseur d'animaux avec une puissance moyenne de 450. Le conseiller lui dit qu'il n'y a pas lieu d'être déçu, car il n'est encore qu'au niveau 1, mais ses statistiques dépassent déjà de loin celles d'une personne moyenne dans ce monde. Quelques autres élèves obtiennent des classes telles que désenchantés, chevaliers et même guérisseurs, et le conseiller se réjouit de la diversité des compétences puissantes des élèves invoqués. Il informe également les élèves qu'ils peuvent ouvrir une fenêtre de statut personnel en disant « statut » de leur propre chef, et lorsqu'Oda l'essaie, il découvre qu'il est un assassin. Cela ne le surprend pas vraiment compte tenu de sa personnalité, mais ce qui l'inquiète, c'est que ses statistiques sont anormalement élevées. Auparavant, Desuke avait des statistiques d'environ 450, et le conseiller avait déclaré que c'était déjà bien supérieur à la moyenne dans ce monde, mais les statistiques d'Oda sont de 1800. Comment expliquer un tel écart? C'est ensuite au tour de Tsukasa d'essayer la boule de cristal. Il pose sa main dessus et, à sa grande surprise, il découvre qu'il est le héros. Les autres élèves ne sont pas vraiment surpris par ce résultat, car Tsukasa a toujours été un prodige en athlétisme, en études et en leadership, il était donc le plus susceptible de devenir un héros. Le conseiller commence à le féliciter pour ses statistiques élevées, car la plupart des gens plafonnent à environ 500 points, alors que les siennes avoisinent les 900. Cependant, si 900 est vraiment tout ce qu'un héros peut obtenir, alors Oda est encore plus perplexe face à son propre écran de statistiques, car cela n'a aucun sens que ses statistiques soient aussi élevées. Nanas demande à Oda s'il souhaite passer à son tour, car il ne reste plus beaucoup de personnes, mais l'idée de révéler ses statistiques à tout le monde ici l'effraie, car il a lu suffisamment d'isekai pour savoir qu'il y a quelque chose qui cloche avec le roi et sa fille. Il ne peut même pas être certain qu'ils aient dit la vérité au sujet du seigneur démon dont ils ont parlé plus tôt, donc leur révéler ses statistiques le mettrait dans une position très désavantageuse. Cependant, le simple fait de dire qu'il ne veut pas montrer ses statistiques attirerait trop l'attention, alors il regarde son écran de statistiques et se rend compte qu'il possède une compétence maximale appelée « dissimulation de présence ». Dès qu'il l'active, il disparaît pratiquement du groupe sans que personne ne s'en aperçoive. Même Nanase, qui lui parlait il y a un instant, oublie complètement l'existence d'Oda dès qu'il est hors de vue, tout comme mon père. Une fois que le conseiller a pris note des capacités de chacun, il leur annonce que l'équipement nécessaire à leur entraînement leur sera bientôt fourni, mais que pour l'instant, ils vont être conduits dans les chambres qui ont été préparées pour eux. Oda pousse un soupir de soulagement, il a passé la vérification sans se faire remarquer, il ne lui reste plus qu'à utiliser ses compétences pour recueillir des informations, mais alors qu'il traverse les couloirs, il remarque une caméra qui espionne les élèves depuis le plafond, et il est désormais certain qu'il se passe quelque chose de louche ici. Comme personne ne sait plus qu'il est là, il va devoir se débrouiller seul jusqu'à ce qu'il comprenne ce qui se passe. Heureusement, il parvient à trouver une vieille chambre que le château utilise pour stocker du matériel, et il décide d'y passer la nuit. Il examine l'équipement disponible et trouve des affaires qui conviendraient à un assassin. Il les enfile et part afin de commencer à recueillir autant d'informations que possible. Grâce à ses statistiques élevées, il est capable de sauter facilement à des dizaines de mètres dans les airs, ce qui lui permet de se déplacer sans difficulté. Grâce à sa capacité de dissimulation, il se faufile sans effort dans la chambre du roi sans être détecté et surprend une conversation entre celui-ci et la princesse au sujet d'un certain plan. Morgane lui rappelle également de veiller à ce qu'aucun élève n'entre dans les archives du château, car il serait néfaste qu'ils apprennent la vérité. Oda ne sait toujours pas exactement quel est leur plan, mais il se doute que ce n'est rien de bon. Il est donc tenté de poignarder le roi à mort sur le champ et d'en finir une bonne fois pour toutes, mais cela serait trop imprudent, du moins tant qu'il n'aura pas recueilli plus d'informations.
Le lendemain matin, Oda se faufile dans la salle à manger et prend un morceau de pain à manger. Il se demande s'il doit lever le voile sur le secret et dire à ses camarades de classe que le roi prépare quelque chose de mal, mais il doute qu'ils le croient. À ce moment-là, Tsukasa entre et a quelque chose à dire. Il est clair qu'ils sont devenus plus forts en venant dans ce monde et il estime qu'il est de leur devoir d'utiliser leur nouveau pouvoir pour aider à vaincre le Seigneur Démon, comme le roi leur a demandé de le faire. Il souhaite donc demander le soutien de tous pour atteindre cet objectif et ils semblent tous d'accord avec cette idée. Oda se rend compte que le fait qu'ils considèrent tous le roi et la princesse comme des alliés signifie qu'ils ne le croiraient pas s'il leur racontait ce qu'il a entendu la nuit dernière. Il décide donc de recueillir davantage d'informations avant d'agir. Plus tard dans la journée, les élèves se rassemblent tous dehors pour leur première leçon de combat, et on leur présente Saran Mitre, le commandant chevalier du dernier bataillon de Reddy. Il leur annonce qu'il sera chargé de les entraîner pendant le mois suivant, après quoi ils seront autorisés à entrer dans le donjon pour mettre en pratique leurs nouvelles compétences. Oda observe la scène depuis un moment, caché dans un coin, et il n'apprécie pas l'enthousiasme aveugle de ses camarades à l'idée de devenir des héros, mais il ne peut rien y faire dans sa situation actuelle. Il décide donc d'aller chercher plus d'informations. Cependant, alors qu'il s'apprête à partir, Saran semble le remarquer. Il confie donc la responsabilité des élèves à son assistante Gilles et suit Oda. Oda finit par s'arrêter près d'une fontaine et se demande où il devrait aller pour recueillir des informations, mais tout à coup, Saran apparaît derrière lui et lui demande si quelque chose ne va pas. Oda est choqué que quelqu'un ait pu le repérer, car il est sûr que sa compétence de dissimulation est toujours active. Mais Saran lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter outre mesure, car sa compétence est toujours efficace sur tout le monde, mais qu'il est un cas un peu particulier. Saran possède des yeux enchantés qui lui permettent de percevoir les moindres changements de température, il n'a donc pas eu de mal à remarquer Oda. Oda ne peut pas risquer de voir sa couverture compromise, il saisit donc sa dague, avec l'intention d'éliminer Saran, mais celui-ci lui dit que ce n'est pas nécessaire, car il ne va pas parler de lui au roi ou à la princesse. Oda est surpris d'entendre cela, car il pensait que le commandant des chevaliers serait loyal envers le roi, mais la loyauté de Saran est un peu compliquée, donc dans l'état actuel des choses, il n'a aucune raison de dénoncer Oda. Lui et Oda s'assoient près de l'entrée et Oda explique à Saran qu'il cherche un moyen d'accéder aux archives, car il ne connaît rien à la magie ni au fonctionnement de ce monde. Par exemple, sa compétence de dissimulation était au maximum dès le début, mais il ne sait pas comment améliorer ses autres compétences. Saran lui propose de lui apprendre à progresser, car il ne trouverait pas cette information dans les archives, même s'il essayait. Oda est un peu excité, car il espérait avoir l'occasion de suivre un véritable entraînement d'assassin, mais il n'aime pas accepter de l'aide gratuitement, alors il demande à Saran s'il peut faire quelque chose pour lui en échange. Saran répond qu'il aimerait simplement en savoir un peu plus sur le monde d'Oda, car il pense que ce serait intéressant à découvrir. Les deux hommes commencent alors officiellement à travailler ensemble. Au cours des semaines suivantes, Oda apprend l'histoire de ce monde et découvre qu'il existe des continents séparés où vivent des elfes et des créatures mi-humaines mi-animales. Ensuite, Saran se charge de former Oda tandis que Gilles s'occupe de la formation des autres héros. Tout se passe bien pendant un certain temps, mais un soir, Oda vient voir Saran car il a trouvé un livre étrange dans les archives du château. Saran sait déjà de quoi il s'agit, car c'est lui qui a caché ce livre-là pour qu'Oda le trouve, et celui-ci contient des détails sur ce que Saran prévoit de faire. Il dit que le roi n'est plus apte à régner sur ce pays, car il est prêt à payer un prix horrible pour son profit personnel, ce qui ne plaît pas à Saran ni aux autres chevaliers, mais il souhaite maintenir la paix autant que possible afin d'éviter tout bain de sang inutile. Oda pense que les choses auraient été beaucoup plus faciles s'il avait simplement tué le roi quand il en avait l'occasion, mais Saran lui dit qu'il a fait le bon choix en l'épargnant à ce moment-là. Tuer un homme n'est pas un fardeau facile à porter, surtout pour un adolescent comme lui. Ce n'est pas parce qu'il est un assassin qu'il est obligé de tuer, et s'il a vraiment l'intention de rentrer chez lui un jour, il devrait limiter ses meurtres au strict minimum. Oda apprécie les conseils de Saran, mais il lui demande pourquoi il s'occupe autant de lui, alors qu'il n'a rien à y gagner. Saran répond qu'il a de grands espoirs pour Oda, et il ne parle pas seulement de ses statistiques. Lorsqu'il a été convoqué pour la première fois, Oda était le seul à avoir réellement réfléchi à la situation et à ne pas s'être contenté de suivre le mouvement. De plus, rares sont ceux qui auraient pu endurer ce qu'Oda a enduré et en sortir plus fort. Oda est un peu gêné, car il a passé toute sa vie à être ignoré par son entourage, et c'est la première fois que quelqu'un le félicite autant. Saran est heureux de l'avoir rendu heureux, mais il a une faveur à lui demander, car il aurait vraiment besoin d'aide pour le coup d'état qu'il prévoit, et Oda répond qu'il va y réfléchir. À la fin du mois, l'entraînement des héros est enfin terminé, et il est temps pour eux de descendre dans le donjon, mais alors qu'ils défilent dans les rues, Oda remarque quelqu'un qui les observe du coin de l'œil, et il se demande pourquoi elle éprouve une telle animosité envers les héros. Il se faufile donc derrière elle pour lui poser la question. La jeune fille est surprise par l'apparition soudaine d'Oda, mais il lui assure qu'il ne lui veut aucun mal. Il veut simplement savoir pourquoi elle semble si hostile envers les héros alors que tous les autres semblent les soutenir.
La jeune fille lui demande s'il ne sait vraiment pas ce que le royaume doit sacrifier pour les invoquer ici, mais c'est la première fois qu'Oda entend parler d'un sacrifice, il ne comprend donc pas de quoi elle parle. Elle aurait pu facilement lui dire de quoi il s'agissait, mais au lieu de cela, elle dit à Oda qu'il devrait trouver la réponse par lui-même, car ce ne sera pas la dernière fois qu'ils se verront. Alors que le groupe s'enfonce dans le donjon, il est contraint de se frayer un chemin à travers un important groupe d'orques, mais peu importe le nombre qu'il tue, il en apparaît toujours davantage. Tsukasa suggère qu'ils battent tous en retraite pour l'instant, et Saran accepte, estimant qu'ils ont suffisamment progressé pour aujourd'hui. Il utilise alors son épée divine pour ouvrir un passage vers la sortie et ordonne à tout le monde de courir aussi vite que possible. Cependant, après avoir franchi la porte, ils se retrouvent acculés par encore plus de monstres, et leur chance de s'échapper semble mince. C'est alors que Tsukasa se souvient qu'avant leur départ en mission, la princesse lui avait donné une bombe fumigène spéciale qui, selon elle, effraierait les monstres. Il décide donc de tenter le coup et la lance sur les orques, mais à sa grande horreur, la bombe fumigène transforme l'ORC en un minotaure bien plus puissant que tout ce qu'ils ont affronté jusqu'à présent. Lorsqu'Oda et Gilles arrivent, le groupe est déjà sur le point d'être vaincu. Oda passe alors à l'action et tente de poignarder le monstre dans la nuque, mais sa peau est bien trop résistante pour être transpercée et son épée se brise sous l'impact. Oda est contraint de battre en retraite et trouve Tsukasa agenouillé sur le sol, le bras cassé. Il est en pleine crise de nerfs, car il ne supporte pas de ne pas être assez fort pour vaincre le Minotaure tout seul. Oda sait que Tsukasa a un sens aigu des responsabilités, mais il n'a jamais été du genre à s'effondrer sous la pression comme ça, alors il a l'impression que quelqu'un lui a fait quelque chose. Il demande au désenchantateur du groupe d'essayer de lui jeter un sort de malédiction pour voir ce qui se passe, et comme prévu, les restes d'une malédiction flottent au-dessus de sa tête. Quelqu'un a donc clairement planifié toute cette attaque, et Oda a une bonne idée de qui en est l'instigateur. Pendant que la malédiction de Tsukasa est dissipée, Oda dit à Saran qu'il prévoit d'essayer sa nouvelle compétence. Saran lance alors un éclair sur le Minotaure, et tandis que celui-ci est électrocuté, Oda active sa magie de l'ombre. Des vrilles sombres commencent à émerger de l'ombre avant de transpercer le Minotaure là où il se trouve. Une fois qu'il a été immobilisé, Oda commence à l'attirer dans l'ombre jusqu'à ce que son corps entier soit dévoré, ne laissant que sa tête derrière lui. Cependant, bien qu'il ait réussi à tuer le Minotaure, il ne maîtrise pas encore totalement ses pouvoirs d'ombre, et il commence à lutter pour les empêcher de devenir incontrôlables. Heureusement, Saran vient à son secours pour l'aider à rester calme jusqu'à ce qu'il parvienne finalement à retirer les vrilles. Une fois le combat terminé, tout le monde retourne au château et Saran félicite Oda pour le succès de sa mission. C'est grâce à lui que tout le monde a pu rentrer sain et sauf, mais si son pouvoir d'ombre est incroyablement puissant, il lui coûte également très cher, alors Saran dit à Oda d'éviter de l'utiliser sauf en cas d'absolue nécessité. Il dit à Oda qu'il a un cadeau pour lui et lui tend un katana. Il explique que la lame a été forgée par le premier héros invoqué il y a plusieurs siècles, et Oda lui en est reconnaissant, mais il se demande pourquoi Saran la lui donne à lui plutôt qu'aux héros actuels, Tsukasa. Saran explique que Tsukasa a déjà reçu l'épée sacrée pour l'utiliser au combat. De plus, le roi remarquerait certainement que quelque chose cloche s'il voyait Tsukasa brandir le katana, car Saran l'a en quelque sorte volé dans l'armurerie royale. Oda comprend, alors il accepte le katana, et il trouve cool de pouvoir utiliser la même épée que l'ancien héros. Mais en parlant de héros, il se souvient que la situation avec Tsukasa ne s'est pas améliorée. Ils ont réussi à comprendre qu'il était maudit, mais si certains symptômes ont été atténués par le sort de désenchantement, la malédiction elle-même persiste, et Oda prévoit de découvrir pourquoi. Plus tard dans la nuit, Oda se faufile dans la chambre de la princesse et la surprend en train de renforcer la malédiction qui pèse sur Tsukasa à l'aide d'un cristal magique afin de le transformer en marionnette. Mais avant qu'elle n'ait pu terminer ses sorts, Oda passe à l'action et coupe le cristal en deux. Cela devrait suffire à lever la malédiction pour l'instant, mais il a encore quelques questions à lui poser, alors il pointe son épée vers sa gorge et exige de savoir pourquoi elle fait cela. La princesse répond froidement que tout ce qu'elle fait, c'est pour le bien du roi, alors il lui demande pourquoi elle suit ses ordres, mais en y regardant de plus près, il remarque qu'il n'y a pas une seule pensée originale derrière ses yeux. Elle est manifestement contrôlée elle aussi, et il ne serait pas juste de la tuer si elle n'agit pas de son plein gré. Oda décide donc de partir. Cependant, il aurait probablement dû la tuer quand même, car dès qu'il est parti, elle se rend dans son placard, rempli de cristaux maudits destinés à chacun de ses camarades de classe, et commence à les utiliser à la place. Peu de temps après, Oda apporte les cristaux à Saran et lui demande s'il sait quelque chose à leur sujet. Saran a déjà vu ces cristaux auparavant, et il murmure qu'il n'arrive pas à croire que le roi n'est pas encore abandonné. Cela mis à part, il demande à Oda s'il s'est révélé à la princesse pendant qu'il détruisait le cristal, et celui-ci admet que oui, mais uniquement parce qu'il voulait savoir ce qu'elle pensait et pourquoi elle faisait tout cela. Saran lui dit que la princesse n'est rien de plus qu'une marionnette pour le roi à ce stade, mais Oda en a fait assez pour aujourd'hui, alors Saran lui dit qu'il devrait aller dormir, mais il conseille à Oda de ne plus rester dans l'enceinte du château.
La princesse va certainement essayer de maudire tout le monde à part Tsukasa maintenant, mais elle ne sait pas qui est Oda, donc elle n'a aucun contrôle sur lui. Elle ne sait peut-être pas exactement qui il est, mais maintenant qu'elle sait qu'il y a un assassin dans l'enceinte du château, Saran est sûr que les gardes passeront la nuit à fouiller tous les recoins, et Oda ne pourra donc plus se cacher dans les placards de rangement. Oda s'excuse d'avoir révélé son identité sans penser aux conséquences, mais Saran lui dit qu'il n'a pas à s'excuser. Faire des erreurs est naturel chez les jeunes, c'est donc le rôle de Saran, en tant qu'adulte, de l'aider à gérer les conséquences. Oda se dit reconnaissant d'avoir quelqu'un comme Saran pour veiller sur lui, et Saran lui répond que s'il veut vraiment lui exprimer sa gratitude, il devrait l'emmener avec lui lorsqu'il aura enfin trouvé un moyen de retourner au Japon. Oda passe la nuit dans l'un des arbres, mais il est réveillé par un grand remue-ménage tôt le matin dans le château. Il se demande ce qui peut bien se passer à une heure aussi matinale et décide d'aller voir. Il trouve quelques gardes et ses camarades de classe rassemblés autour de Tsukasa qui, dès qu'il l'aperçoit, est soulagé de revoir Oda. Oda est heureux de voir que la malédiction qui pesait sur Tsukasa a été levée, mais Tsukasa semble paniquer et lui demande où il était. Oda explique qu'il faisait juste une sieste et demande ce qui se passe ici. Il s'attendait à quelque chose de banal, mais à sa grande horreur, il trouve le commandant Saran gisant sur le sol, une dague plantée dans la poitrine. Oda s'effondre et demande qui a bien pu faire une chose pareille, mais soudain, tous ses camarades de classe se retournent contre lui, l'accusant d'être le meurtrier. Le poignard planté dans la poitrine de Saran est le même que celui qu'ils ont vu Oda utiliser la veille. Cela constituerait une preuve irréfutable contre lui, mais ils ont littéralement vu son poignard se briser contre le Minotaure dans le donjon, donc celui-ci ne peut pas être le sien. Malgré tout, ses camarades de classe affirment tous qu'il est trop suspect, car il disparaît et réapparaît quand bon lui semble. Oda se rend compte que la princesse a dû réussir à jeter un sort à tous ses camarades de classe pour qu'ils agissent ainsi, et que le seul qui reste normal est Tsukasa. Il essaie de prendre la défense d'Oda, car il n'est pas juste de l'accuser de meurtre sans aucune preuve, mais soudain, le roi apparaît et annonce qu'Oda est accusé de trahison pour le meurtre du commandant Saran, et ordonne aux gardes de l'exécuter immédiatement. Oda voit un sourire illuminer le visage de la princesse et, à cet instant, il comprend qu'il est victime d'un complot et qu'aucune explication ne suffira à le sortir de cette situation. Alors que les gardes s'apprêtent à le poignarder, il active son pouvoir de dissimulation et disparaît, ce qui pousse le roi à ordonner à ses hommes de se disperser et de le rechercher partout. Pendant ce temps, Oda se faufile près de Gilles, car il sait qu'il est digne de confiance. Une fois qu'il a attiré son attention, il apprend que les véritables coupables de la mort de Saran sont les assassins personnels du roi et qu'ils vont maintenant s'en prendre à Oda, qui va donc devoir prendre la fuite. Gilles explique que Saran avait anticipé une telle situation et avait donc préparé à l'avance un sac de provisions pour Oda. Oda remercie Gilles pour ses informations et, après avoir rassemblé les provisions, il quitte le royaume. Cette nuit-là, le roi et la princesse se réunissent pour discuter de l'avancement du plan, et le roi est sincèrement surpris de la facilité avec laquelle Saran a été éliminé, mais c'est une bonne chose que les assassins aient pu s'occuper de lui rapidement. La princesse a également fini d'infliger des malédictions à tous les élèves à l'exception de Tsukasa, il ne leur manque plus qu'une justification pour déclencher une guerre avec la nation de l'Est. Le roi dit que les élèves lui seront utiles comme pions dans la guerre, et quant à celui qui a réussi à s'échapper, il est sûr qu'un enfant comme lui ne pourra pas survivre seul dehors, mais par mesure de sécurité, il dit à la princesse d'envoyer les assassins chevaliers corbeaux à sa poursuite. Pendant ce temps, Oda vient d'arriver au donjon, car Saran lui a dit un jour que c'était le meilleur endroit où se cacher si l'on était en fuite. Pratiquement personne ne prendrait la peine de fouiller un donjon juste pour vous trouver, donc vous devriez y être en sécurité, mais l'eau et la nourriture y sont limitées, Oda doit donc être prudent. Même avec les compétences de dissimulation d'Oda, il y a encore beaucoup de monstres là-bas qui peuvent le détecter grâce à leur odorat ou leur ouïe développée, mais à mesure qu'Oda gagne des niveaux dans la classe des assassins, il finira par pouvoir masquer son odeur, le bruit de ses pas et même sa signature thermique jusqu'à devenir véritablement indétectable. Il y a des boss tous les 10 niveaux, et une fois que vous entrez dans une salle de boss, vous ne pouvez plus en sortir tant que vous n'avez pas tué le boss. Y aller seul est donc un pari risqué, mais il n'a pas vraiment le choix s'il veut progresser. Dès qu'il entre, il est immédiatement confronté à une chimère, et bien qu'il parvienne à esquiver ses attaques au début, il est pris au dépourvu lorsque sa queue de serpent commence à cracher du venin, et il est touché à la jambe. À cause de cette blessure, il ne peut plus se déplacer aussi rapidement qu'avant, et la chimère parvient à lui transpercer le dos avec ses griffes. Mais alors qu'elle s'apprête à l'achever, Oda décide d'utiliser son atout et lance un sort d'ombre pour anéantir complètement la chimère. Il réussit à vaincre le premier boss du donjon, mais les blessures qu'il a subies, combinées à l'épuisement causé par l'utilisation du sort d'ombre, le laissent dans un état critique. La compétence de l'ombre détecte que son maître risque de mourir, alors pendant qu'Oda est encore inconscient, elle passe automatiquement du mode attaque au mode récupération et commence à soigner ses blessures. Pendant ce temps, au château, Tsukasa vient de demander à tout le monde de quitter le château avec lui.
Il lui demande s'il veut partir chasser le roi démon immédiatement, ce qui semble être une bonne excuse, alors Tsukasa s'en tient à cela, mais ses camarades de classe lui disent tous de se taire et de se rasseoir, car ils ne vont nulle part. Il se rend compte que leur comportement doit être dû à la malédiction dont Saran lui a parlé avant d'être tué, et s'il est vrai que tous ses camarades de classe sont sous emprise mentale, alors il va devoir partir seul. Cependant, à sa grande surprise, quelques-uns de ses camarades acceptent de partir avec lui, et quelques heures plus tard, ils se retrouvent tous à l'extérieur de la ville. Ils sont surpris d'avoir réussi à sortir aussi facilement, mais cela semble logique puisque leur excuse était qu'ils voulaient combattre le seigneur démon et qu'il serait absurde que le roi les empêche d'accomplir leur mission. Cela mis à part, Tsukasa se demande pourquoi les autres ont choisi de se joindre à lui alors que tout le monde refusait même d'y songer. Yuki lui répond qu'elle pense que personne ici n'est actuellement affecté par la malédiction de la princesse. Asaina ajoute qu'il pense que ses actions ont peut-être contribué à les libérer de la malédiction, car même s'il ne sait pas exactement pourquoi il l'a fait, il a des souvenirs flous de s'être faufilé dans la chambre de la princesse et d'y avoir brisé un tas de cristaux. Nous découvrons plus tard que c'est Gilles qui en est responsable, car il a utilisé son pouvoir de manipulation pour prendre le contrôle du corps d'Asaina afin de briser la malédiction, et même s'il n'a pu libérer que quelques élèves, il est heureux d'avoir réussi à exaucer le dernier souhait de Saran. Alors que le groupe quitte le royaume, Asaina se dit qu'il doit trouver un moyen de renouer avec Oda. Il regrette de ne pas avoir essayé de le retrouver alors qu'il était encore caché dans le château, et malgré le fait qu'il ait été maudit, il se sent très mal de ne pas avoir pris la défense de son ami. La plupart des élèves de la classe ne parlaient pas beaucoup à Oda, mais un jour, en rentrant de l'école, Asaina est tombée par hasard sur Oda qui travaillait dans le bâtiment. C'était la première fois qu'ils se rencontraient en dehors de l'école, et Oda lui a demandé de garder son travail secret, car il ne voulait pas que sa petite sœur l'apprenne. Asaina a promis de garder le secret, car il sait ce que c'est que de s'occuper d'une petite sœur, et il se trouve que leurs deux sœurs étaient meilleures amies, ils ont donc bien ri de cette coïncidence. Pendant ce temps, dans le donjon, Oda vient de reprendre conscience et, pour une raison quelconque, il se souvient avoir rêvé du jour où il a rencontré Asaina. Il espère vraiment qu'Asaina va bien, et il est tout aussi inquiet pour sa mère et sa sœur restées au Japon, mais après s'être inquiété, il se rend soudain compte qu'il ne souffre pas atrocement, même si le chimère lui a griffé le dos. Il consulte son écran d'état et constate que ses statistiques ont beaucoup augmenté depuis qu'il a vaincu la chimère, mais cela n'explique pas pourquoi ses points de vie sont presque au maximum malgré tous les dégâts qu'il a subis pendant le combat. Il remarque également que sa compétence de magie de l'ombre est désormais au niveau 3, et il ne comprend pas comment elle a pu augmenter autant après une seule utilisation, mais il n'a pas le temps d'y réfléchir. Il décide donc de continuer à avancer. Plus bas dans le donjon, il finit par tomber sur une boue géante, et après l'avoir ouverte, il trouve une jolie elfe à l'intérieur. Il pense que c'est l'occasion idéale d'essayer l'une des nouvelles compétences qu'il a acquises en passant au niveau supérieur, l'œil du monde. Il active la compétence et, d'un seul coup, toutes les informations sur la vie de la jeune fille affluent dans l'esprit d'Oda, mais c'est beaucoup trop pour lui et il annule la compétence à mi-chemin. La jeune fille n'a plus que 2% de ses points de vie, alors Oda la porte jusqu'au 69e étage et la pose près d'une mare d'eau pour qu'elle puisse se reposer. Elle se réveille plus tard et Oda lui donne de l'eau à boire pour qu'elle se sente mieux. Il dit à Amelia qu'elle devrait dormir davantage pour pouvoir récupérer correctement, mais elle répond qu'elle a trop faim pour dormir, alors il lui prépare un porridge bien épais. La jeune fille est reconnaissante pour la nourriture et commence à manger immédiatement. Une fois qu'elle a fini de manger, elle demande à Oda comment elle est arrivée ici, car elle se souvient avoir été plus bas dans le donjon. Il lui explique que c'était le point d'eau le plus proche et qu'il l'a donc portée jusqu'ici. Elle est surprise qu'il ait pris la peine de s'occuper d'elle, même s'ils ne se sont jamais rencontrés auparavant, car c'est la chose la plus gentille que quelqu'un ait jamais faite pour elle. Quelques heures plus tard, Amelia a retrouvé toutes ses forces, et elle et Oda ont réussi à descendre jusqu'au 80e étage, mais Oda se demande pourquoi elle le suit, car il pensait qu'elle voudrait remonter à la surface dès que possible. Amelia lui dit qu'elle est venue ici pour terminer le donjon, tout comme lui, et qu'elle ne partira pas avant d'avoir atteint son objectif. Les deux se feraient un chemin jusqu'à la salle du boss de l'étage, et dès qu'ils y mettent les pieds, ils sont attaqués par un dragon. Ils sautent tous les deux pour l'esquiver, et Amelia utilise la magie de gravité pour alourdir le dragon pendant qu'Oda tente de lui porter le coup fatal. Cependant, le dragon a réussi à le localiser et le frappe en plein vol. Amelia lui dit que le dragon suit probablement la signature de son mana, et qu'il devrait donc le diffuser dans l'environnement, mais Oda ne sait pas comment faire. Il opte donc pour la meilleure solution de remplacement et utilise son mana pur pour lancer une attaque contre le dragon avant de le poignarder à mort dans les yeux. Le dragon tombe au sol, vaincu, mais Amelia est perplexe face à ce qu'Oda vient de faire. Il lui explique qu'il ne savait pas comment diffuser son mana dans l'environnement, alors il a simplement utilisé le mana environnant pour attaquer. Amelia est stupéfaite d'apprendre qu'il est capable d'une telle chose, mais avant qu'elle ne puisse lui demander plus d'informations, le cadavre du dragon se met soudainement à briller.
Après quelques secondes, le dragon se transforme en chat, mais il reste méfiant à son égard. Amelia analyse donc son état et découvre qu'il s'agit d'un métamorphe, et non d'un vrai dragon. Cela explique pourquoi ils ont pu le vaincre si facilement, car un vrai dragon les aurait écrasés lors d'un combat. Soudain, le chat se réveille et se plaint de l'humiliation d'avoir perdu contre un humain. Oda est surpris d'entendre le chat parler, car il ne savait pas que les monstres pouvaient parler, mais le chat ricane et lui dit qu'elle n'est pas un monstre ordinaire. Elle a été créée personnellement par le Seigneur Démon et dotée d'une grande intelligence, elle est donc beaucoup plus sophistiquée qu'un monstre ordinaire. Elle voulait juste s'amuser un peu en jouant le rôle d'un dragon, mais elle est allée trop loin et cela lui a coûté le combat. Elle dit à Oda qu'il est libre de la tuer s'il le souhaite, mais qu'elle a d'abord un message du Seigneur Démon à lui transmettre. Le message invite essentiellement Oda à visiter le château du Seigneur Démon, mais Oda ne comprend pas pourquoi le Seigneur Démon voudrait le voir ni comment il a pu apprendre l'existence d'Oda. La chatte lui dit qu'elle est tout aussi ignorante que lui des plans du Seigneur Démon, mais que sa mission est accomplie. Elle s'allonge donc sur le sol et dit à Oda qu'il peut maintenant la tuer. Oda lui répond qu'il ne le fera pas, car même si la chatte est un démon, il ne la considère pas nécessairement comme maléfique. De plus, il a un faible pour les chats, et préfère donc éviter d'en tuer un brutalement. La chatte lui rappelle que les portes de la salle du boss ne s'ouvriront pas tant que quelqu'un ne sera pas mort, et elle doute qu'il veuille passer le reste de sa vie piégée, mais Oda insiste sur le fait qu'il trouvera un autre moyen. Amelia intervient et mentionne qu'il pourrait y avoir une solution, car si Oda faisait du chat son familier, elle ne serait plus considérée comme le boss de l'étage et les portes s'ouvriraient. Cependant, il y a un hic. Le rituel nécessite un contrôle extrêmement précis de la mana, et si Oda se trompe, il y a un risque que lui et le chat périssent tous les deux. Oda ne bronche pas et dit qu'il est prêt à prendre le risque, mais cela n'a aucun sens pour Amelia, qui lui demande pourquoi il est prêt à mourir pour un chat qu'il vient de rencontrer. Il répond que c'est simplement quelque chose qu'il a décidé de faire, qu'il ira donc jusqu'au bout, et que le chat s'en moque de toute façon, alors elle dit à Oda qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Oda demande à Amelia de lui expliquer comment le rituel doit être effectué, alors elle lui dit qu'il doit d'abord donner un nom au chat. Il y réfléchit un moment avant de finalement trouver un nom, Net. Il a choisi ce nom parce que la fourrure du chat lui rappelle le magnifique ciel nocturne, et elle aime bien ce nom, mais elle fait comme si elle s'en fichait. Oda demande alors à Amelia quelle est la prochaine étape du rituel, et elle lui répond qu'il va devoir verser son mana dans le chat afin de lier leurs âmes. Elle pense qu'Oda devrait y arriver, mais elle le prévient qu'une fois qu'il aura commencé, il ne pourra plus faire marche arrière, et que s'il échoue lors de sa première tentative, il mourra. Oda lui répond qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car il est sûr de pouvoir y arriver, et elle lui fait confiance. Il commence alors à verser son mana dans Net, et une bulle se forme autour d'eux tandis qu'Oda est aspiré dans l'âme de Net. Au début, tout semble paisible, mais il se retrouve soudainement en train de tomber au-dessus d'une ville menacée de destruction imminente, et le responsable de toute cette destruction n'est autre que Net. C'est l'un de ses souvenirs parmi les innombrables calamités qu'elle a causées au cours de sa longue vie, mais avant qu'elle ne puisse causer davantage de dégâts, Oda tend la main et lui crie d'arrêter. Cela attire l'attention de Net, qui dirige alors une explosion vers Oda, le projetant sur un toit et le laissant légèrement blessé. Net dit à Oda de dégainer son épée et de la tuer ici et maintenant, car s'il ne le fait pas, il va perdre la vie, et mourir ici le rendrait végétatif dans la vie réelle. Elle essaie de forcer Oda à riposter en l'attaquant de toutes ses forces, et dans le monde réel, Amelia voit Oda commencer à saigner des oreilles alors que son âme subit des dommages. De retour dans le monde des âmes, Oda se précipite droit sur Net, mais alors qu'elle pensait qu'il allait la frapper, il se laisse empaler sur ses griffes parce qu'il ne veut pas la tuer. Net ne comprend pas ce qu'Oda essaie de faire, car tout ce qu'il avait à faire pour survivre était de mettre fin à sa vie, mais il dit que cela ne lui suffit pas. Il sait que Net ne veut pas vraiment le tuer, ni tuer qui que ce soit d'ailleurs, mais quoi qu'il en soit, Net répond que cela n'a pas d'importance, car elle est un monstre. Oda lui répond qu'il n'y a aucune règle qui lui impose de tuer des humains simplement parce qu'elle est un monstre, mais Net lui répond que c'est un instinct primitif. Oda comprend que Net déteste vivre ainsi, alors il lui dit que tant qu'elle sera avec lui, il prendra soin d'elle et que ses jours de destruction insensée sont terminés. Cela finit par convaincre Net, qui décide de faire confiance à Oda et se blottit dans ses bras. De retour dans le monde réel, Oda s'évanouit presque d'épuisement, mais Amelia le rattrape et, l'air soulagé, lui dit qu'il a réussi. Oda s'approche alors de Net et pose sa main sur sa tête. Un motif apparaît sur le dos de sa main pour symboliser son lien avec Net, et au même moment, le motif sur le front de Net passe du rouge à l'or. Net dit à Oda qu'il a éveillé son intérêt et qu'elle aimerait rester à ses côtés et être témoin de son voyage, alors elle lui jure une fidélité éternelle. Soudain, un cercle de téléportation commence à briller sur le sol, et le fait qu'il soit apparu signifie que Net n'est plus considéré comme un boss par le labyrinthe, ils sont donc libres de partir. Oda trouve cela formidable qu'il soit libre de partir, mais Net est encore affaibli par ses blessures, alors il lui dit qu'elle peut se reposer aussi longtemps qu'elle le souhaite, car aucun autre monstre ne pourra entrer ici. Dans ce cas,
Amelia suggère qu'ils s'assoient tous pour discuter agréablement afin de faire connaissance pendant qu'ils attendent, et Ned accepte. Pendant ce temps, les camarades de classe d'Oda viennent d'arriver dans la ville de Yamato. Comme cet endroit a été fondé par le héros invoqué il y a plusieurs générations, il présente de nombreuses caractéristiques esthétiques japonaises. Ils paient une auberge et s'assoient tous pour discuter de leur situation actuelle. Tsukasa informe tout le monde que leurs fonds sont presque épuisés et qu'ils doivent donc trouver rapidement du travail afin de pouvoir continuer à couvrir leurs dépenses. L'un de ses camarades de classe lève la main et suggère qu'ils deviennent tous aventuriers pour gagner de l'argent, puisqu'ils en ont croisé plusieurs en chemin. Tsukasa trouve que c'est une excellente idée, mais outre leurs problèmes financiers, ils s'inquiètent également du fait qu'ils ne savent encore presque rien de ce monde. Ils ne peuvent pas vraiment se fier à ce que leur ont dit le roi et la princesse, alors il dit à tout le monde de lire autant de livres que possible pour reconstituer l'histoire de ce monde. Ils sont tous d'accord avec son plan, mais ils doutent que lire un tas de livres soit d'une grande aide, car leur objectif principal est de trouver un moyen de retourner au Japon, et ils doutent de trouver la réponse dans un livre au hasard. Tsukasa y a déjà pensé, alors il leur dit que selon lui, le moyen le plus rapide pour eux de rentrer chez eux est de jouer le rôle de héros et de tuer le roi démon. C'est le roi qui les a invoqués ici, donc naturellement, il saurait comment les renvoyer, et une fois qu'ils auront vaincu le seigneur démon, quels que soient les plans maléfiques qu'il a en tête, il serait obligé de les renvoyer chez eux. Pour l'instant, il dit à tout le monde qu'ils doivent rassembler autant d'argent et d'informations que possible, et une fois qu'ils les auront, il suggère qu'ils se rendent directement sur le continent démoniaque pour défier le seigneur démon. Cependant, Asaina s'oppose à ce plan. Il dit que la meilleure chose à faire serait de rester sur place et d'attendre de rencontrer Oda, car il finira forcément par se montrer dans la ville tôt ou tard. Oda est sans aucun doute le plus fort d'entre eux, et Asaina pense qu'il serait stupide de défier le seigneur démon sans sa force. Nanase est d'accord, car il n'a jamais vraiment eu l'occasion de parler à Oda auparavant, mais Desuke s'oppose fermement à cette idée, car il pense toujours qu'Oda est peut-être celui qui a tué le commandant Saran. Asaina lui répond qu'ils en ont déjà discuté, mais que le roi a utilisé la magie pour manipuler leurs souvenirs afin de les monter contre Oda, donc malgré ce dont Desuke se souvient, Oda est complètement innocent. Quoi qu'il en soit, Yuki dit qu'Oda est loin d'ici en ce moment, et même s'il était là, rien ne garantit qu'il voudrait les aider après tout ce qu'il a enduré. Comme Tsukasa est le chef, Shiori lui demande s'il pense qu'il devrait attendre Oda ou continuer sans lui. Tsukasa réfléchit un instant et comprend pourquoi Asaina voudrait attendre Oda, car c'est un ami fiable et il est beaucoup plus fort que les autres, mais il ne pense pas qu'Oda voudrait faire équipe avec eux. Il a toujours été quelqu'un qui aime faire les choses seul, et vu la différence de puissance entre lui et le reste de la classe, il ne ferait que le ralentir. C'est pourquoi il suggère qu'ils s'entraînent tous aussi dur que possible afin d'atteindre le niveau de force d'Oda, et ce n'est qu'après cela qu'ils seront prêts à défier le seigneur démon. De retour dans le donjon, Amelia raconte comment elle a été trahie par son peuple et pourchassée jusqu'à ce qu'elle soit finalement acculée au bord d'une falaise. Elle a demandé à sa sœur et à son peuple pourquoi ils lui faisaient cela, car jusqu'à présent, elle n'avait jamais rien fait qui justifie une telle haine de leur part, mais sa sœur n'avait pas de réponse concrète. Elle a simplement dit qu'il voulait la mort d'Amelia. N'ayant pas d'autre choix, Amelia a utilisé sa magie de gravité pour détruire le sol sous ses pieds et se jeter dans les eaux en contrebas afin d'échapper à ses agresseurs. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle s'est retrouvée sur le rivage d'une terre lointaine et inconnue. Peu après, elle a été avalée par une boue sombre, et la seule chose dont elle se souvienne ensuite, c'est de s'être réveillée à côté d'Oda. Oda et Ned sont surpris par la gravité de la situation d'Amelia, mais Ned est intrigué par la boue sombre qui a englouti Amelia, car les boues ne mangent généralement pas les humains, et même si celle-ci l'a fait, elle a du mal à croire qu'Amelia ait survécu aussi longtemps sans être digérée. Quoi qu'il en soit, Amelia dit qu'elle est reconnaissante à la boue de l'avoir mangée, car sans cela, elle n'aurait jamais eu la chance de rencontrer Oda. Oda lui demande si elle a l'intention de rentrer chez elle un jour, mais Amelia répond qu'elle n'a pas de maison où retourner. Il lui demande si elle a au moins essayé de discuter avec sa sœur de ce qui s'est passé, mais étant donné que la sœur d'Amelia a essayé de la tuer, je ne pense pas que discuter soit une option pour elle. La position d'Oda à ce sujet est biaisée, car il a lui aussi une petite sœur, mais celle-ci n'a jamais essayé de le tuer. Il tient beaucoup à elle et, à un moment donné, il a fait des heures supplémentaires pendant des semaines juste pour pouvoir lui acheter un nouveau téléphone, car l'ancien était cassé. Julie ne semblait pas satisfaite du cadeau à ce moment-là, mais ce n'était pas parce qu'elle était ingrate, c'était parce qu'elle n'aimait pas le fait qu'Oda se mette autant de pression juste pour lui acheter un cadeau. À ce moment-là, leur mère est sortie et a dit à Julie de ne pas être si dure avec Oda, car il se mettait autant de pression uniquement parce qu'il l'aimait. Julie se sentait toujours mal à l'aise à l'idée qu'Oda travaille si dur pour elle, mais elle appréciait son geste, alors elle l'a remercié de toujours veiller sur elle. Oda manque beaucoup à sa mère et à lui, alors il veut rentrer chez lui dès que possible, mais avant cela, il a quelque chose à faire. Au Japon, personne ne semblait remarquer Oda, ce qui explique probablement pourquoi sa capacité à dissimuler sa présence est l'une de ses plus grandes forces. Cependant,
le commandant Saran s'est intéressé à lui, et Oda lui doit beaucoup de son évolution, mais le roi l'a assassiné de sang-froid afin de faire porter le chapeau à Oda, et celui-ci refuse de laisser cette transgression impunie. Ils sont tous arrêtés à présent, alors Oda demande à Net où le cercle de téléportation va les emmener. Malheureusement, elle répond qu'elle n'en a aucune idée, car seuls quelques démons dans le monde sont capables de manipuler les cercles de téléportation, et elle n'en fait pas partie. Amelia se souvient avoir entendu une rumeur selon laquelle les cercles de téléportation vous envoient à l'endroit où vous désirez le plus aller, et s'il y a plusieurs utilisateurs, ils choisissent une personne et envoient tout le monde à la destination de cette personne. Ils passent tous à travers, et l'instant d'après, ils se retrouvent au milieu d'une grande plaine avec un arbre massif au loin. Pour Oda, c'est une agréable surprise, mais pour Amelia, c'est un revirement de situation terrifiant, car elle reconnaît cet arbre, ce qui signifie qu'elle est de retour dans le royaume des elfes. Soudain, un elfe en reconnaissance dans un arbre voisin les repère et tire immédiatement une flèche sur Amelia. Oda s'en aperçoit à temps pour la mettre en sécurité, puis il appréhende l'elfe et l'emmène pour l'interroger. L'elfe dit qu'il a été envoyé ici pour enquêter sur une étrange lumière bleue qui est soudainement apparue, mais à sa grande surprise, il a trouvé la princesse traîtresse, et c'était un meurtre à vue à partir de là. Il se met alors à insulter Amelia avec une extrême malveillance, alors Oda l'assomme, mais cela ne résout pas leur problème car pendant que l'elfe parlait, d'autres elfes sont arrivés et les ont encerclés, y compris la sœur d'Amelia. Avant tout cela, la vie d'Amelia se déroulait plutôt bien. Elle était en passe de devenir la prochaine souveraine du royaume des elfes et entretenait d'excellentes relations avec sa sœur, du moins le croyait-elle. Peu à peu, tous ses conseillers et gardes se sont retournés contre elle, jusqu'au jour où Kilika l'a soudainement accusée d'avoir commis un crime odieux. Sans mener la moindre enquête, les gardes ont tous conclu qu'Amelia devait être coupable, car elle était une enfant maudite. Elle a été contrainte de fuir le royaume avant que Kilika et les gardes ne puissent la capturer, et maintenant qu'ils se retrouvent face à face, elle ne sait pas quoi faire. Elle essaie de dire à Kilika qu'elle partira de son plein gré, qu'il n'y a donc pas besoin de recourir à la violence, mais Kilika est déterminée à capturer Amelia. Cependant, avant que Kilika ne puisse faire quoi que ce soit, Oda s'interpose devant Amelia pour la protéger. Kilika demande à Oda qui il croit être pour s'immiscer dans les affaires des elfes, mais celui-ci répond qu'il a rencontré Amelia la veille et qu'il l'apprécie, et qu'il ne laissera donc pas Kilika lui parler ainsi. Il remarque également que Kilika ne cesse de qualifier Amelia de criminelle, et lui demande quel crime elle a réellement commis. Kilika baisse alors sa manche pour révéler un gros bleu qui couvre tout son bras. Elle raconte à Oda qu'Amelia l'a empoisonné en lui faisant passer un poison pour une potion, et que même pour un membre de la famille royale, nuire à un autre membre de la famille royale est tout à fait impardonnable. Amelia se défend et dit que ce qu'elle a donné à Kilika était bien une potion, mais Kilika répond que personne ne croira jamais cela. Elle s'approche alors d'Oda et le regarde droit dans les yeux. Amelia comprend immédiatement ce que Kilika essaie de faire, alors elle avertit Oda de s'éloigner d'elle, mais il est déjà trop tard. Kilika rit et déclare que son pouvoir d'hypnotisation est déjà actif, que le cœur d'Oda lui appartient désormais, et qu'Amelia n'a donc plus aucun allié. Kilika s'attendait à voir une expression de désespoir total sur le visage d'Amelia, mais au lieu de cela, elle ne voit que de la rage. Amelia crie à Kilika d'annuler son sort et de s'excuser auprès d'Oda, car il devrait être libre de choisir qui il aime. Voir Amelia aussi en colère surprend vraiment Kilika, car elle a toujours connu sa sœur comme une personne faible et docile, mais à présent, elle semble prête à égorger quelqu'un. À ce moment-là, Oda prend la parole et dit à Amelia de se calmer, car il n'est sous l'emprise d'aucun sort, et cela parce que les compétences de type mental comme Mesmerise ne fonctionnent efficacement que sur les personnes plus faibles que soi. Kilika refuse de croire qu'un Benquin comme Oda soit réellement plus fort qu'elle, et il se moque de ce qu'elle pense de lui, mais il se soucie de ce que les gens pensent d'Amelia, alors il dit à Kilika qu'elle va devoir retirer les fausses accusations qu'elle a portées contre Amelia. Kilika lui demande ce qui lui fait penser que ces accusations sont fausses, et Oda lui explique qu'il sait qu'Amelia n'est pas le genre de personne à s'abaisser à empoisonner un membre de sa famille. Kilika se rend compte qu'elle ne parviendra pas à convaincre Oda de lui livrer Amelia, alors elle ordonne à tous ses gardes de le tuer immédiatement. Cependant, avant qu'ils ne puissent attaquer, le roi de la nation des elfes apparaît et leur ordonne de baisser leurs armes. Kilika est choqué de le voir ici, car il était censé être en voyage d'inspection pendant les prochains mois, mais il explique qu'un imprévu l'a contraint à rentrer plus tôt que prévu. Il exige de savoir ce que Kilika fait ici, avant qu'elle n'ait le temps de répondre. Tous les gardes prennent sa défense et disent au roi qu'elle n'a rien fait de mal. Le roi comprend immédiatement qu'elle a dû utiliser son pouvoir d'hypnose pour contrôler les gardes, et lui ordonne de les libérer. Il se dirige ensuite vers Amelia pour s'excuser. Il n'a aucune idée de ce que sa sœur a dû lui faire subir, mais il lui assure que Kilika sera punie pour ses actes. Il se tourne ensuite vers Oda et lui ordonne de partir immédiatement, car il n'y a aucune raison pour qu'un humain se trouve sur le territoire des elfes. Amelia tente de prendre la défense d'Oda et dit à son père que c'est lui qui l'a sauvé et ramené ici. Cependant, bien que le roi soit reconnaissant à Oda d'avoir ramené Amelia, il n'aime toujours pas les humains en général,
et ordonne donc à Oda de partir malgré tout. Dans ce cas, Amelia dit qu'elle va partir elle aussi, mais le roi se met en colère et répond qu'il ne laissera jamais cela arriver. Amelia est la seule personne en qui il a confiance pour diriger le royaume après sa mort, il ne la laissera donc pas partir, mais Oda lui répond que c'est à Amelia de décider. Le roi ordonne à Oda de rester en dehors de cette affaire, car cela ne le concerne pas, mais Oda n'est pas l'un des sujets du roi, il n'a donc aucune raison d'obéir à ses ordres. En fait, il dit qu'il est plus que disposé à forcer le roi à l'écouter, et à en juger par ce qu'Oda a fait à Liam sur le sol là-bas, le roi peut voir qu'il ne bluffe pas. Cela dit, le roi n'a jamais été du genre à se dérober, il lance donc un défi à Oda à condition que le perdant obéisse aux ordres du vainqueur, et Oda accepte, le roi déclare alors que le duel aura lieu au pied de l'arbre sacré, conformément à leur tradition. Alors qu'il marche vers l'arbre, Amelia s'excuse auprès d'Oda de l'avoir entraîné dans cette situation, mais il répond qu'elle n'a pas à s'excuser, car c'est lui qui a choisi de s'impliquer. Changeant de sujet, il se souvient que Kilika a qualifié Amelia d'enfant du fléau, et il lui demande ce que cela signifie. Amelia explique qu'il existe une ancienne légende elfique selon laquelle, lorsqu'une paire de jumeaux naît, l'un des deux diffère de ses parents et est censé apporter le malheur sur le pays. C'est pourquoi on les appelle les enfants du fléau. Autrefois, les gens tuaient le jumeau différent à la naissance à cause de cela. N'était surpris d'apprendre que les elfes y croient encore, alors que cette légende a été prouvée comme étant une simple superstition il y a longtemps. Amelia dit que ce n'est généralement plus un problème, mais Kilika en parle beaucoup ces derniers temps, car la couleur de ses yeux et de ses cheveux est différente de celle du reste de sa famille. Il est assez évident que Kilika utilise simplement cela comme excuse pour s'aliéner Amelia. Personnellement, Oda trouve que les cheveux et les yeux d'Amelia sont magnifiques. Ils finissent par arriver à l'arbre sacré, et comme c'est Kilika qui a déclenché toute cette histoire, c'est elle qui affrontera Oda dans le duel. Avant le début du combat, Oda décide de ne pas utiliser son pouvoir de dissimulation, car il ne verrait pas l'intérêt de gagner si personne ne le voyait clairement le faire. Amelia prévient Oda que Kilika est la plus forte épéiste parmi les elfes, qu'il ne sera donc pas facile de l'affronter et qu'il doit être prudent. Oda remarque qu'Amelia semble tenir Kilika en haute estime malgré tout ce qui s'est passé, alors elle lui explique qu'elles étaient très proches quand elles étaient petites et que, quoi qu'elle fasse, Amelia considérera toujours Kilika comme sa chère sœur. Au début du combat, Kilika dégainera son épée, mais Oda choisira de se battre avec son épée encore dans son fourreau. Kilika lui demandera s'il essaie de se moquer d'elle en ne prenant pas le combat au sérieux, mais Oda répondra simplement qu'il ne veut pas risquer de la tuer accidentellement pendant leur combat. Dès le début du combat, Kilika se précipitera sur Oda et lancera une succession de coups précis visant ses points vitaux, mais Oda parviendra à les esquiver tous. Il admet que Kilika mérite certainement le titre de plus forte épéiste, mais il est tout simplement trop rapide pour elle, ce qui lui permet d'esquiver ses attaques et de la repousser. Il dit à Kilika de se rendre avant de se blesser, mais elle refuse d'être méprisée et active son atout. Un torrent de vent commence à entourer sa lame alors qu'elle envoie une violente rafale en direction d'Oda. Il n'a jamais rien vu de tel auparavant, ce qui le prend au dépourvu pendant un instant, mais il parvient finalement à esquiver le souffle. Net reconnaît la technique de Kilika comme étant de la magie de renforcement, et Amelia explique qu'elle est la seule elfe capable de l'utiliser, elle s'est donc entraînée jusqu'à la maîtriser presque à la perfection. Elle est capable de lancer de puissantes attaques de vent à volonté, Oda est donc obligé de courir dans tous les sens pour éviter d'être touché, mais à un moment donné, il remarque que Kilika a l'air vraiment triste. Il lui demande pourquoi, et elle essaie de nier, affirmant qu'elle n'a jamais été aussi heureuse, mais Oda lui répond qu'elle a l'air malheureuse. Kilika ne veut plus écouter les questions indiscrètes d'Oda, alors elle lui lance une autre attaque, mais il l'esquive facilement et lui fait un croche-pied, la faisant tomber au sol. Au moment où elle se relève, Oda se tient déjà derrière elle et place son épée sur son cou, lui montrant qu'il aurait pu la tuer s'il l'avait voulu. Il demande une fois de plus à Kilika de se rendre et de faire la paix avec Amelia, mais Kilika refuse catégoriquement. Elle dit qu'elle ne fera jamais la paix avec quelqu'un qui lui a tout volé. Elle se met alors en colère et commence à lancer des rafales de vent dans toutes les directions. Elle dit qu'elle n'a plus rien parce qu'Amelia et sa nature divine lui ont tout pris. Kilika s'entendait très bien avec Amelia quand elles étaient plus jeunes, mais on a ensuite découvert qu'Amelia possédait la classe de médium spirituel et qu'une fois maîtrisée, elle pourrait devenir l'une des personnes les plus puissantes du continent. À partir de ce jour, rien de ce que Kilika faisait n'était jamais assez bien. Amelia tente de lui dire que ce n'est pas vrai, mais Kilika est trop bouleversée pour écouter la voix de la raison. À ce moment-là, Liam s'approche d'Amelia et lui demande de l'aider à sauver Kilika, et elle comprend immédiatement ce qu'il essaie de faire. Elle grimpe sur le dos de Net et utilise le pouvoir de la branche sacrée que Liam lui a donné pour lancer un sort de purification et libérer tout le monde du sortilège hypnotique de Kilika. Cela rend Kilika complètement folle de rage, alors elle libère son souffle de vent le plus puissant à ce jour, et Oda est obligé d'utiliser sa magie de l'ombre pour le contrer. Il finit par réussir à vaincre la force de sa magie du vent, renversant Kilika au sol et lui faisant perdre toute envie de se battre. À ce moment-là, Liam et Amelia s'approchent pour voir comment elle va,
et Kilika leur demande s'ils sont là pour se moquer d'elle maintenant qu'elle a été vaincue. Liam lui répond que ce n'est pas le cas, car il s'inquiète pour elle, mais elle ne le croit pas, car elle pense que dès que le sortilège hypnotique a cessé d'agir sur lui, il s'est précipité vers Amelia pour l'aider à défaire le reste. Cependant, Amelia dit à Kilika qu'elle se trompe, car Liam n'a jamais été sous son charme. Kilika pense qu'Amelia lui ment, alors elle dit qu'il devrait se dépêcher de l'exiler ou de l'exécuter, car elle ne veut plus vivre ainsi, mais le roi répond que si quelqu'un doit être puni, c'est lui, car c'est lui qui a fait de Kilika ce qu'elle est aujourd'hui. Kilika ne comprend pas ce qu'il veut dire, alors le roi lui explique qu'il a scellé certains de ses souvenirs il y a longtemps pour la protéger, mais qu'il réalise maintenant que c'était une erreur. Il annule son pouvoir d'oubli, et d'un seul coup, les souvenirs perdus de Kilika lui reviennent. Quand elle était petite, Kilika s'entraînait beaucoup près du donjon, mais un jour, un inconnu est apparu près de l'entrée et lui a dit qu'elle pourrait devenir plus forte beaucoup plus rapidement si elle utilisait l'une de ses boules. Kilika, qui était une enfant naïve, a pris les boules de l'inconnu et s'est précipitée dans le donjon pour les essayer. Cependant, après les avoir utilisées, une horde de monstres puissants est soudainement apparue, elle savait qu'il serait risqué de les combattre seule, alors elle s'est enfuie du donjon. Normalement, les monstres des donjons ne devraient pas pouvoir sortir du donjon, mais ceux-ci n'étaient apparemment pas des monstres ordinaires. À ce rythme, ils allaient attaquer le village des elfes, alors Kilika a décidé de rester et de les combattre. Elle tenait bon, et toute cette agitation alerta les autres elfes, qui vinrent en renfort. Liam fut le premier à arriver, mais malheureusement, il fut immédiatement transpercé par un gobelin, et Kilika dut regarder son ami mourir sous ses yeux. Le traumatisme et la culpabilité liés à cet événement faillirent briser l'esprit de Kilika, alors le roi choisit de sceller ses souvenirs douloureux pour la protéger de la vérité. Liam n'était pas le seul à avoir péri dans ce combat, mais la situation fut sauvée grâce à Amelia qui utilisa sa magie de médium pour créer deux sorts, un sort de gravité et un sort de résurrection. Elle a ainsi pu ressusciter tous ceux qui étaient morts, et il n'y a donc eu aucune perte réelle ce jour-là. Mais comme Kilika était la seule à ignorer ce qui s'était passé, toutes les personnes impliquées se sont involontairement éloignées d'elle, et elle a interprété cela comme un désintérêt de leur part parce qu'elle n'était pas une médium comme Amelia. Kilika fond en larmes en réalisant qu'elle a transformé sa propre sœur en ennemie à cause d'un stupide malentendu, mais Amelia lui dit que ce n'est pas vrai, car elle ne pourrait jamais vraiment détester Kilika. Elle a beaucoup d'excuses à présenter pour compenser tous les problèmes qu'elle a causés à Amelia, mais au bout du compte, elles seront toujours une famille, et aux yeux d'Amelia, rien ne peut changer cela. Ce soir-là, un festin est organisé pour célébrer le changement d'attitude de Kilika, et le roi remercie Oda d'avoir aidé à résoudre le problème. Comme promis, il accepte de laisser Amelia décider ce qu'elle veut faire, même si cela signifie qu'elle partira en voyage avec Oda. À ce propos, le roi demande à Oda où il compte se rendre ensuite, et celui-ci répond qu'il se dirige vers le continent des bêtes, car Ned lui a dit que c'était un excellent endroit pour acheter des armes et de l'équipement. Pendant ce temps, Azaina et les autres camarades de classe d'Oda montent tous à bord d'un navire à destination du continent des bêtes. Ils avaient initialement prévu d'attendre qu'Oda se présente, mais ils sont déjà devenus si forts que les monstres du donjon de Yamanu ne leur rapportent plus d'expérience. Plutôt que de rester inactifs, ils ont donc décidé de se rendre sur le continent des bêtes pour améliorer leur équipement.